tu demandes en termes de notoriété en fait aux gens, est-ce que tu peux me citer le nom d'une salle de boxe? Ils vont souvent quand même citer ta marque. La première motivation des membres quand ils viennent au temple, c'est de se remettre au sport. Donc ils hésitaient entre aller courir sur les quais, aller dans une salle de fitness, du yoga, d'escalade. Nous, ce qu'on veut, c'est que la boxe fasse partie des possibilités envisageables. Tu vois, quand je discutais avec quelqu'un, plus il pense qu'il est éloigné de la boxe, plus ça m'excite de le convaincre de venir. Elle me raconte que dans les salles de sport qu'elle avait fréquentées, les regards qui se portaient sur elle étaient moqueurs. C'est-à-dire, il y a la grosse qui arrive. C'est quoi ton sport? Tu dis je cours. Première question qu'on te pose, est-ce que tu as fait un marathon? Dans un dîner, quel sport tu fais? Je boxe. Quand même, quand tu parles du temple du noble art, si tu demandes en termes de notoriété en fait aux gens, est-ce que tu peux me citer le nom d'une salle de boxe, principalement les Parisiens ou les citadins d'un certain écosystème qui vont souvent à Paris, ils vont souvent quand même citer ta marque, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, pareil, j'ai l'impression de quand même de te connaître un peu, de vous connaître, tu vois. Mais du coup, ça a démarré. Hein, ça a tapé sur Rec. Écoute, Cyr, en tout cas, enchanté. Parce que c'est la première fois qu'on se voit. On ne s'est même pas téléphoné, même pas de visio avant. Ça que je fais jamais ça avant les podcasts, que sinon, déjà, j'y passerais beaucoup de temps. Et j'aime bien aussi, des fois, le côté un peu authentique. En fait, une vraie découverte par rapport aux invités, quoi. Donc, je vais te proposer déjà de te présenter. Et après, puis, écoute, on va dérouler en impro, hein. Merci beaucoup Hugo, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Les lieux me sont familiers, donc toi aussi. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment. Pour me présenter, je suis Cyril Durand et j'ai créé le Temple il y a 10 ans. C'est un club de boxe chic et mixte à Paris qui permet de commencer la boxe dans les meilleures conditions parce qu'on réunit le fait d'avoir des cours sans combat. Il y a aussi des cours avec combat, mais il y a quand même beaucoup de cours sans combat, ce qui est pratique pour commencer la boxe. On fait toujours les cours en tout petit comité et on a les meilleurs coachs. Voilà, c'est ça un peu la punchline pour convaincre de venir boxer au temple. Alright, et donc du coup, ça va être intéressant de voir comment tu en es arrivé à monter cette première salle. Et je crois d'ailleurs qu'à Paris, maintenant, il y en a au moins 5. Il y en a 5, oui. Il y en a dans d'autres villes de France ou pas encore? Non, on n'est que à Paris. Ça, c'est particulier dans les studios de sport. Il y a vraiment une logique à se développer d'abord avec une proximité géographique pour améliorer la qualité parce que ça te permet de jouer de l'effet réseau, en quelque sorte, pour assurer en termes d'expérience client. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le temple, c'est quand même plus qu'une salle, c'est quand même une sorte, pareil, un peu de club ou quoi. Il y a d'autres choses qui sont faites en dehors des cours, des cours de boxe, il y a des événements, il y a des choses comme ça. Il y a un groupe WhatsApp avec tous les membres. Est-ce qu'il y a cet effet un peu club, collectif? Comment tu l'entretiens, ça? C'est sûr que c'est un vrai club. La première motivation des membres quand ils viennent au temple, quand ils s'inscrivent, c'est de se remettre au sport. La plupart des membres ont commencé la boxe quand ils ont rejoint le temple. Et leur motivation, c'était pas forcément de faire de la boxe, ils cherchaient à faire du sport. D'accord ? Donc ils hésitaient entre aller courir sur les quais, aller dans une salle de fitness, etc., faire du yoga, d'escalade. Il y a plusieurs choix à Paris. Nous, ce qu'on veut, c'est que la boxe fasse partie des possibilités envisageables. Donc on commence au temple et en fait, on se retrouve dans une communauté qui est très sympathique et conviviale parce que le motif premier de visite, c'est le sport. Et le sport, ça rassemble. On est quand même en vulnérabilité parce qu'on repousse ses limites en termes cardio, en termes de coordination. On n'est pas dans l'excellence. Hein. Au contraire, on échoue pas mal. Et ça connecte. Donc, à l'issue d'un cours, on a partagé un moment fort qui connecte tous les participants qui ensuite peuvent aller au sauna ou dans les vestiaires. Il y a plein de discussions informelles entre les participants d'un même cours. Surtout comme c'est un cours en petit comité, on est en général 8. Bon, les personnes, on a les prénoms en tête. On voit s'il y a des affinités qui se développent, même sur un plan énergétique, entre les participants. Et donc, en fait, le club, c'est d'abord le fait d'être dans une forme d'entre-soi au temple, avec des gens qui se ressemblent hein, quand même, et qui partagent ce goût de faire une activité physique sportive en même temps. Il y a plein d'initiatives des membres que moi, je ne contrôle pas. Je sais qu'il existe des centaines de groupes WhatsApp, des sorties en vacances, des dîners dans Paris, du business qui se fait entre les membres, et qui est complètement spontané et à l'initiative des membres seuls. Nous, ce qu'on fait pour générer de la connexion et accélérer les relations qui peuvent naître au temple, c'est que dans chaque club, il y a un bar et un salon, ce qui permet quand même de poursuivre des discussions après un cours. On peut manger aussi ? Non, c'est vraiment que des boissons. Ouais. Et puis il y a des assises, ce qui permet quand même si on s'est bien entendu avec quelqu'un, on peut poursuivre la discussion qu'on a entamée au vestiaire ou dans le sauna. Et ensuite, on a une programmation événementielle en dehors des cours de sport qui consiste en des dîners de membres où l'événement phare, c'est le gala du temple. Donc ça, on l'organise 2 fois par an. C'est un événement festif et élégant
c'est black tie, hein, donc c'est robe de soirée et smoking. Et on a 500 personnes qui, trop cool. Voilà, qui viennent voir des combats entre des membres du temple, hein, qui montent sur le ring dans des conditions quasi réelles d'un combat, et qui font la fête parce qu'il y a des musiques, le champagne coule à flot. Et c'est une soirée aussi pour voir les autres membres dans un autre contexte. Et est-ce que tu pourrais dire que du coup, et sans le côté péjoratif, hein, quand je dis ça, est-ce que du coup, tu reprends pas mal aussi les codes un peu du country club, en fait, quand tu montes le temple et quand tu montes un peu cette communauté qu'il y a autour du club? Nous, le temple, c'est une communauté. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'attachement au club, l'engagement des membres qui viennent en moyenne 2 fois par semaine, leur ancienneté, on a un taux d'attrition qui est très faible, hein, les membres sont là et il y en a encore beaucoup qui ont 10 ans d'ancienneté. Donc c'est un club auquel on est très attaché. On promeut un art de vivre, des valeurs. Et ça va. Et alors même, je devrais commencer par là. Nous, au temple, c'est que du membership. Et la plupart des studios de sport qui s'ouvrent aujourd'hui, c'est au ticket. Donc on vient vivre une expérience, on va dire une espèce de capsule unique. Alors que nous, quand on rejoint le temple, on s'inscrit dans la durée. On se dit, je vais commencer la boxe. Ah non, nous, c'est sans engagement de durée. Donc en fait, on peut résilier à tout moment. Le temple est sans engagement. Mais quand on vient, quand même, la démarche, et on dit, je vais essayer la boxe, je vais voir si ça me correspond. Et si ça me plaît, je vais rester. Donc c'est un forfait mensuel, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Et quand ça marche, c'est tellement fort qu'il y a un lien extrêmement puissant qui se crée entre les membres. Surtout d'avoir commencé un sport sur le tard. Parce que tu peux avoir fait du tennis, tu peux avoir fait du foot dans ta jeunesse, du rugby. C'était très fort, ça laisse des souvenirs puissants. Si tu n'as pas eu ça ou si tu ne peux plus le faire, tu recherches souvent cette fraternité, cette sororité qui fait que tu étais content d'être avec un groupe qui partage une même passion, qui vit les mêmes émotions, qui vivait les mêmes expériences sportives. Le temple, c'est ça qu'on propose. C'est un vrai sport, la boxe. Et tous les membres du club revendiquent avec authenticité le fait d'être boxeur aujourd'hui. Et donc cette définition sportive, elle est hyper savoureuse. Ça crée des liens très forts. Et donc c'est comme les vrais sports, le golf ou d'autres sports. La boxe, c'est pas un vrai sport? Si, justement. Ce que je veux dire, c'est que quand pour les sports plutôt, on va dire, historiques et plutôt mainstream, si on prend des sports plus fitness, etc., je suis pas sûr que ça crée un sentiment d'appartenance aussi puissant. Quand on est dans un dîner, par exemple, si 2 personnes se rendent compte qu'elles boxent toutes les 2, c'est sûr qu'elles vont en parler. Ouais, c'est clair. Ça crée un lien puissant, comme quelqu'un qui fait du kite ou du golf. Ah bon, où est-ce que tu vas ? Il y a quelque chose de... On sent qu'ils font partie d'un truc, ouais. Les gens qui se sont mis à la boxe, on sent qu'ils parlent entre eux. Et ça que nous, qui ne boxons pas, c'est vrai que du coup, on sent un petit retrait et on a un peu envie. Tu vois, par exemple, moi, là, en te parlant, je me dis, putain, c'est vrai que j'aimerais bien essayer, mais tu vois, je vais te donner un peu les craintes que j'ai, comme ça, tu vas pouvoir donner les arguments. Bah, déjà, moi, franchement, déjà, tout ce qui est sport de bagarre, en fait, comme j'en ai jamais fait, j'ai évidemment, je pense, la peur de prendre des coups, mais tu sais, ça, c'est toujours la même chose. Hein, on a toujours peur de prendre des coups, et en fait, jusqu'au jour où on prend une patate et on se dit, bon, bah, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais en vrai, on n'est pas en sucre, quoi. Tu vois, on peut, en vrai, ça va, on peut s'en relever. Ça, c'est la première chose. J'ai peur qu'aussi, techniquement, ça soit difficile, tu vois, parce que quand même, il faut beaucoup de cardio, beaucoup de technique. Et je me dis, voilà, c'est un peu comme le surf, tu vois, ça doit être sûrement très cool. Mais pour commencer à vraiment prendre du plaisir et à être bon, il ne faut pas faire seulement 2-3 séances. Il faut vraiment y aller sur le long terme. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu peux répondre à ces objections que pourrait avoir un mec comme moi qui n'a pas envie de passer le pas? Un jour, un client m'a confié, dans mon ancien outil, un stagiaire a vu tous les budgets de la boîte, c'était la catastrophe. Eh bien, avec mon nouveau partenaire Rocher, ce genre de situation, c'est terminé. Parce qu'avec cet outil, on contrôle qui voit quoi. Dis-moi si ça te parle. T'as peur que tes données confidentielles soient visibles par tout le monde. Tes projets sont ralentis par des erreurs ou des accès mal configurés. Et franchement, t'en as marre des outils qui compliquent plus qu'ils n'aident. Eh bien, Rocher est conçu pour résoudre tout ça et surtout très simplement. Rocher, c'est déjà la confidentialité facile. Chaque utilisateur accède uniquement à ce qu'il doit voir. Que ce soit un client, que ce soit un stagiaire, que ce soit n'importe quel salarié de ta boîte. Des colonnes sensibles protégées, budget, priorité, tout est sécurisé en lecture seule. Intégration express. Un nouvel utilisateur, tu le configures en 10 secondes sans prise de tête. Par exemple, tu peux créer des tableaux de suivi des tâches où chaque collaborateur ne voit que ses propres lignes. Ou sur un portefeuille de projet, seuls les budgets nécessaires sont accessibles aux bonnes personnes. Résultat, tu collabores plus vite, sans stress et surtout, tes données restent ultra protégées. Et voici le bonus. On t'offre 1 000 € de gratuité pour tester l'outil dès maintenant. Oui, t'as bien entendu,
1 000 €. Donc clique sur le lien dans la description et découvre à quel point ça change tout. Tu as tout à gagner. Roshare, c'est la confidentialité sans compromis, la collaboration enfin maîtrisée. Teste-le dès aujourd'hui. Merci à eux et bonne écoute. Tu vois, quand je discutais avec quelqu'un, plus il pense qu'il est éloigné de la boxe, c'est-à-dire que c'est un sport qui ne lui correspond pas, plus ça m'excite de le convaincre de venir. Parce que l'effet de levier va être tellement fort. Et en fait, quelqu'un qui pratique déjà la boxe, qui est déjà dans les sports de combat, je pense qu'il navigue dans de l'optimisation. Alors que quelqu'un qui est loin de ce sport, ça peut être une découverte extraordinaire. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, nous, on a beaucoup de membres qui... en fait, il y a certains membres, les plus médiatiques, qui sont forts, c'est des patrons, ils ont une visibilité médiatique, ils ont de l'argent, du réseau, et donc ils ont une forme d'avidité de puissance. Ils se disent « je veux être encore plus fort, donc je fais de la boxe ». Mais il y a énormément de membres qui sont en situation de vulnérabilité, qui sortent d'une épreuve ou qui sont en plein dans une épreuve, donc une rupture sentimentale douloureuse, la perte d'un job et une situation déstabilisante. Une forme de morosité, voire de déprime, la sortie d'une addiction. Il y a plein de choses différentes. Et en fait, ces personnes-là se décident avec beaucoup de courage de se mettre à la boxe pour se reconstruire. Et alors là, c'est les plus belles histoires sportives. Donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre quelqu'un qui est très loin de la boxe, par exemple, qui n'a pas fait de sport depuis plusieurs années, qui fume, qui a une mauvaise coordination, qui n'a rien en quelque sorte pour commencer la boxe comme on pourrait l'imaginer? C'est d'abord, nous, on fait des cours sans combat. Donc là, un cours sans combat, il n'y a aucun risque de blessure. Okay. Comme c'est un sport individuel, il n'y a aucun enjeu d'être bon. C'est que toi, avec toi-même. Si tu commençais par le foot, si tu n'es pas bon, tes coéquipiers ne vont pas te faire la passe. Alors que dans une salle de boxe, quand tu tapes sur le sac, l'intensité avec laquelle tu vas frapper sur le sac et la vitesse avec laquelle tu vas frapper dessus et la précision, c'est que par rapport à toi-même. Okay. Et le coach, il va être là pour t'aider à repousser tes limites. Mais comme on est toujours en petit comité, il va tenir compte de ton niveau pour que tu te sentes progresser et que tu sois heureux, que ce soit une expérience sportive heureuse. Et le dépassement, parce que c'est quand même ça le but, c'est de mouiller le maillot et de se dire je fais un peu mieux à chaque fois, est vraiment un plaisir. D'accord. Et donc le petit comité, et ensuite, c'est le fait d'offrir un vrai coach de boxe. Donc, nous, tous les coachs au Temple, ça a été des champions, ou ce sont actuellement des compétiteurs au plus haut niveau. C'est des gens qui combattent en pro, quoi. Ah ouais, okay. Ouais, tout à fait. Et donc, quand ils te donnent le cours, tu vois, à quelqu'un qui débute la boxe, c'est une chance incroyable. L'attention, la générosité pédagogique que le coach va faire pour te mettre le pied à l'étrier et te faire découvrir ce sport, c'est tout de suite avec le plus haut niveau. Et ça, tu le sens dans le cours. Donc, c'est un honneur qui t'est fait. Donc, quand tu sors du cours, tu te dis, mais c'était génial. Et la boxe, contrairement au surf, contrairement au golf, contrairement au kitesurf, tu fais du cerf-volant pendant 3 jours sur la plage, premier cours, tu t'amuses. Vraiment. Et donc, cette accessibilité, elle ne veut pas dire que tu fais vite le tour. En fait, tu en as pour des années de progression. Mais vraiment, des réglages. Et c'est ça la saveur. C'est vraiment, je pense que nous, il y a certains concepts, on te met de la musique, ou alors on te met un jeu de son et lumière, ou un coach qui est un super animateur. Moi, je pense que le plaisir dans l'apprentissage de la boxe, il est vraiment dans la sensation de progresser. D'accord ? Donc, tu vas être plus précis, plus endurant, plus explosif, plus précis, plus lucide dans l'effort. Et ça, c'est vraiment tangible quand tu fais l'expérience de ce sport-là. Et c'est pour ça que ça a un effet de transformation très puissant sur nos membres. Donc, dans les membres, il y a des personnes en reconstruction. Donc, je te raconte une histoire. Vas-y, d'une membre qui est super. Elle me racontait que, suite à un deuil, elle était vraiment en situation de vulnérabilité. Elle avait pris énormément de poids et donc elle cherchait à retrouver une morphologie plus comme elle avait avant cette épreuve-là. Et elle avait été accompagnée par un nutritionniste, par un psychologue, et puis il fallait qu'elle fasse du sport. Et elle me raconte que dans les salles de sport de fitness classique qu'elle avait fréquentées, quand elle rentrait dans la salle, les regards qui se portaient sur elle étaient moqueurs. Il y a la grosse qui arrive. Alors déjà que c'était dur pour elle, en plus, l'environnement humain était vraiment hostile. Ouais. Et bien, au temple, elle me confesse, elle me dit, moi, quand je suis arrivé au temple, les regards qui se portaient sur moi étaient des regards plus vers l'admiration, en se disant, oh, avec ton poids, tu viens de faire des entraînements comme nous, vraiment respect pour ça. Elle me dit, mais c'était tellement à l'inverse de ce qu'elle avait vécu précédemment,
qu'elle était touchée. Et les coachs, c'était devenu une espèce de challenge pédagogique que d'adapter les séances. C'est-à-dire qu'il y a certains exercices qu'elle ne pouvait pas faire pour protéger ses articulations, parce qu'elle n'était vraiment pas assez musclée pour les faire. Et ils adaptaient à chaque fois. Comme il y a peu de participants dans les cours, c'était possible. Et elle a réussi à perdre ses 30 kilos. Elle était réconciliée avec son corps. Elle allait beaucoup mieux. Et si tu la croises dans un dîner ou quand elle discute à la machine à café dans son travail, elle dit qu'elle boxe. C'est devenu son sport. C'est son sport. stamp, elle est stampée ça. Exactement. En fait, et si elle passe devant un miroir dans les toilettes, elle fait quelques gestes de shadow, qui sont les gestes sportifs un peu iconiques de notre sport, où on fait des mouvements sans adversaire. Donc ça t'embarque comme ça. Et de l'autre côté, tu vas avoir Thierry Marx, qui est un membre emblématique, il est là depuis l'ouverture du club. Lui, il me disait, moi, j'ai pas le temps de pas faire de boxe. Il dit, en fait, alors moi, tout le monde me dit, ah, j'adorerais, mais tu vois, j'ai pas le temps. Ouais, ça, Thierry Marx, dans tous les pour médias, le coup, moi, ça, j'ai pas excuse de ça. il lance plein de business. C'est un homme génial. Il n'a pas le temps de ne pas faire de boxe, parce qu'en fait, la boxe est devenue un accélérateur de sa vie. Donc, il n'a pas l'impression de prendre sur son temps. Il dit, c'est ça qui lui permet d'entreprendre et de réussir tout ce qu'il lance. Et ça, des exemples comme Thierry, il y en a plein au temple d'avocats comme Sam Golsheni, par exemple, qui est chez White & Case en PIE. Il fait des deals, il bosse énormément, il s'entraîne très régulièrement au temple, et je pense que ça le rend meilleur. Parce que il le dit. Donc, je suis presque convaincu pour l'instant. Hein. Ouais, moi, en fait, la boxe, il faut essayer. Nous, notre taux d'abandon, il se fait que dans le premier mois. D'accord ? En fait, c'est une vraie rencontre. Soit ça marche moins bien. C'est pour ça qu'on a fait sans engagement, parce que comme au bout de 3 séances, tu sais s'il y a un sport qui te correspond, il vaut mieux ne pas créer une espèce de crainte de dire « Ah, je ne suis pas sûr que ça me plaise », etc. Donc, quand on commence par un cours sans combat, en tout petit comité, dans un club qui est quand même joli, parce qu'on fait intervenir des bons archis, les vestiaires sont confortables, il n'y a aucun risque. Et quand ça marche, c'est parti pour des années de plaisir. Et j'ai plein de membres qui me disaient « Waouh, moi je regrette d'avoir commencé ce sport si tard. » Ah non, je comprends. Ouais. Tu as Sixtine, par exemple. Je connais très bien. Sixtine Moulet-Berthaud. Elle a commencé... elle est accro maintenant. Ouais, et tu vois, ça, c'est un truc de la boxe. C'est quand t'en fais, t'es fier d'en faire. Ouais. Donc Sixtine, elle partage énormément sur ses réseaux ses entraînements. Mais il y a 1 an, elle ne boxait pas. Là, maintenant, elle fait des combats, elle monte sur le ring régulièrement. Elle a déjà gagné 2, je crois, non ? Ouais. Non, elle a un engagement qui l'honore. Hein. Elle est super. Et donc la boxe, tu peux la commencer tard. Alors, Sixtine est très jeune, mais tu peux la commencer tard. Et tu évolueras en fonction de tes objectifs. Parce que c'est de perdre du poids, de te muscler, de te changer les idées. Chacun vient un petit peu avec ses attentes personnelles. Ok, non, bah écoute, franchement, on en reparlera après, mais tu m'as quasiment convaincu. Je pense que je serais peut-être sûrement convaincu à la fin du podcast. Si tu veux bien, on va revenir aussi sur la... Ah ben non, mais t'inquiète, on est là pour parler de tout. Hein. Okay. Mais on va revenir aussi sur la partie du coup entrepreneuriale, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, même si franchement, je pense qu'après, on reparlera aussi un peu, encore une fois, de la boxe, des valeurs de la boxe et de pourquoi aujourd'hui ça marche aussi bien. Et j'ai l'impression que la boxe, c'était un petit peu... un peu ce qu'était le running, tu vois, il y a une 15-20 ans, quand ça commence à vraiment devenir un peu hype. Là, pareil, la boxe, ça devient quelque chose d'assez premium et de plus en plus de monde s'y met. Toi, si on revient vite fait en arrière, juste un rappel de... Juste sur la course, il y a un truc que j'aime bien, c'est quand tu dis « je cours ouais. ». Tu fais un dîner, tu dis « c'est quoi ton sport ?» Tu dis « je cours ». La première question qu'on te pose, c'est est-ce que tu as fait un marathon ? Tu vois la barre où on est. Tu dis oui, par extraordinaire. Deuxième question. Combien tu as fait ? Combien de temps ? On est dans un truc. Dans un dîner, tu dis quel sport tu fais ? Je boxe. Il n'y a pas tout ce truc de te placer dans une espèce de matrice pour savoir si tu es un... C'est vrai, ça. Ouais. Tu t'en imposes tout de suite. Et ça, je trouve que la boxe, c'est extraordinaire. C'est comme tous les sports, les arts martiaux qui ont des ceintures. En fait, on te met dans une catégorie de ceinture jaune à 40 ans, ça craint un peu. Ouais. La boxe, quel que soit ton point de départ, le fait que tu aies franchi les portes d'un club, ça t'honore. Et ça, je trouve que c'est un puissant moteur de fierté quand tu pratiques ce sport.
Non, c'est vrai, Okay. Mais je vais revenir à l'origine. Tu me posais la question de pourquoi j'avais lancé ce projet, c'est ça? Même en fait, déjà toi, en fait, d'où tu viens, de quel milieu, est-ce que tu fais de la boxe depuis tout petit, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, quel type d'études tu as fait, tu vois, un peu pour comprendre en fait comment t'en es arrivé là. Peut-être que c'est pas ton premier projet, comme on le disait en début de podcast, qu'on se connaît pas encore, donc du coup, on découvre en direct. Écoute, pour faire le lien, moi j'ai une maman qui est psy, et donc je pense que j'ai toujours été dans un monde où on se pose des questions sur le développement personnel. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et la boxe, je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est le projet qui me permet d'une certaine façon de permettre aux membres du club de s'accomplir. Ça y participe. C'est une des briques. Et donc je pense que la boxe a un rôle à jouer dans le projet de développement personnel des membres qui nous rejoignent. Okay, ça, je pense que c'est une connexion. Moi, j'ai fait un parcours académique, on va dire, d'excellence, parce que j'ai fait HEC et Sciences Po. D'accord. J'ai ensuite commencé à travailler chez Unibail-Rodamco-Westfield, qui est le leader des centres commerciaux. Et ensuite, j'ai travaillé dans une structure d'investissement avec un monsieur qui s'appelait Henri Herman. Très connu. Ouais, qui était dans l'immobilier, qui a fait des projets remarquables et qui était un grand social-démocrate. Voilà, donc j'ai eu ce bout de chemin avec lui. Et ensuite, j'ai créé le Temple parce que moi, je fais des sports de combat depuis tout petit. J'ai fait du judo, notamment, beaucoup. Et alors, je l'ai fait de façon peut-être... moi, j'étais pas un bagarreur. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment un intello. J'étais un petit garçon des livres. J'étais bon à l'école. J'adorais étudier. Et je faisais des sports de combat pour me challenger. Ça a toujours été difficile. C'était toujours un dépassement de soi que d'aller faire les compétitions, que d'aller à l'entraînement. Mais ça me plaisait, cette espèce d'expérience dans laquelle on repousse ses limites pour essayer d'être un peu une forme de complétude. C'est-à-dire que si tu es fort dans la tête, je me dis il faut aussi être fort dans le corps. Voilà. J'avais ce projet très perso, mais je n'avais jamais imaginé en faire un projet professionnel. Ouais, l'entrepreneuriat, toi, c'était pas du tout ton plan de carrière de base, peut-être. C'était plan parce que quand j'étais étudiant à HEC, j'étais dans une spécialité qui s'appelle HEC Entrepreneur. Et donc, on parlait que d'entrepreneuriat et le rêve, c'était d'entreprendre. C'était vers quelle année, ça? Moi, j'étais diplômé en 2007. Ok, donc c'était... T'étais avec les Céline Lazorte et tout, ou elle, c'est un peu après? Non, c'est la même génération, non? Ouais. Moi, par exemple, la belle histoire de ma promo, c'est Jonathan Benamou et Clément Buis qui ont créé PeopleDoc. Jonathan Benamou qui est aujourd'hui associé avec Céline Lazorte. Exactement. Céline Lazorte, elle c'est peut-être 2008. Ouais, c'est ça, c'est une année juste après. Ouais, exactement. Mais, et puis il y avait la promo, il y avait Victor Luguer. C'était Kosciusko Morizet, votre. Enfin, c'était quoi le parrain de la promo? C'est ça, c'était exactement Pierre. Et c'est lui d'ailleurs qui avait lancé, qui avait accompagné Jonathan et Clément dans la réalisation de ce projet. Et il y a eu beaucoup. Non, moi, quand je suis sorti d'école, la voie royale, c'était déjà l'entrepreneuriat. Ouais, ok. Donc, mais d'ailleurs, c'est une époque où, encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas méga sexy. Tu vois, mais pas du tout médiatisé déjà. Il n'y avait pas autant de levées de fonds. Et puis, il n'y avait pas de tête de gondole, quoi. Il n'y avait pas de figure de proue, quoi. PKM, c'était lui quand même. Un petit peu. On parlait beaucoup de lui. Et encore que les gens... parce que nous, peut-être, on s'intéressait à l'entrepreneuriat. Moi, tu me demandais à la moitié de mes copains qui c'est qui a créé Price Minister. Si t'es pas dans cette vibe un peu d'entrepreneuriat, Pierre Kosciusko-Morizet, c'est pas le mec qui fait la une du Time, quoi, tu vois. C'est vrai. Non. Et après, ça s'est accéléré de plus en plus. D'ailleurs, je pense que quand tu te poses la question de l'entrepreneuriat, moi, j'étais très heureux de rejoindre Unibail-Rodamco-Westfield. C'est une très belle entreprise. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et entreprendre pour entreprendre, c'était pas mon truc. Moi, j'ai entrepris quand quasiment le projet s'est imposé à moi. J'avais la conviction que ce projet devait exister. Et comme il n'existait pas, en fait, tu fais que d'y penser. Moi, je pratiquais la boxe. Je m'étais mis à la boxe au début de ma vie professionnelle. Et j'aimais beaucoup ça. Et je n'arrivais pas à ramener mes collègues de bureau, mes amis. Je les ramenais une fois à l'entraînement. Mais tous les entraînements, à l'époque, ils comprenaient une partie de combat. Et qui n'était pas forcément très sympa. Donc, sur ton premier cours, tu pouvais te faire chahuter. Ouais. Ça, c'était... pour l'estime de soi-même, c'est pas ouf quand tu rentres chez toi après. T'as pas trop envie de revenir, quoi. Ouais, ça peut créer un truc un peu... Mais c'est parce que l'esprit de ces clubs-là, c'était quand même de dire,
on cherche plutôt des compétiteurs. Donc, si tu ne tiens pas sur... quand tu te fais chahuter au début, tu ne nous intéresses pas. Ouais, ok. Et l'attention, d'ailleurs, elle était essentiellement portée sur les compétiteurs, que moi, je n'étais pas. Et ça me faisait un petit pincement. Je me disais, c'est dommage, parce que moi, j'adore ce sport. Je trouve que ça apporte énormément de choses. Bah, je ne bénéficiais pas d'autant d'attention que celles et ceux qui combattaient le week-end. Donc, bon, je réfléchissais à ça. Et les vestiaires, moi, il y avait un truc, ça m'amusait on va dire, de s'encanailler dans des clubs comme ça. Mais mes amis qui venaient, ils prenaient pas la douche à la fin. Je sentais que ça avait pas trop pris. Pourtant, ils pouvaient dire avec beaucoup d'assurance qu'ils venaient boxer avec moi. Ouais. Donc je sentais qu'il y avait une forte attirance, mais une exécution qui ne correspondait pas. Et c'est à l'occasion de voyage aux États-Unis, où j'ai adoré, moi, quand je voyageais, prendre mes gants et faire le tour des clubs de boxe, que j'ai découvert ce qu'on appelle les White Collar Boxing Gyms, qui sont des clubs donc à New York, il y a pas mal en Angleterre aussi, où ce sont des banquiers, des avocats d'affaires, qui mettent les gants dans des salles avec un bon standing. Donc, voilà, la première chose qui m'a interpellé quand j'arrive dans les clubs à New York, c'est que dans les vestiaires, il y avait un portant avec plein de costumes. Alors que moi, quand je bossais chez Niba et Rodamco et que j'allais dans le club, j'étais le seul en costume. Ensuite, il y avait, sur l'entraînement aux États-Unis, c'était beaucoup plus mixte et il y avait des participants en surpoids. Donc, je me suis dit, OK, je comprends que ça s'adresse à un public beaucoup plus large. Et enfin, il y avait le fait que là-bas, j'ai fait plein de courses en combat, chose que je pensais, j'avais même pas imaginé que ça puisse exister. Donc, fort de cette épiphanie, de cette découverte, je me suis dit, en fait, il faut faire un club haut de gamme. Ça va rassurer les Parisiens qui souhaitent se mettre à la boxe en introduisant des courses en combat. Et là, ça devrait marcher. Donc, j'ai commencé à bosser le concept. J'étais convaincu. Hein. C'était, donc le premier club, il a ouvert en 2014. Donc je vais te demander, ouais, donc 2014, ok. Donc, tu as fêté les 10 ans cette année, l'année dernière. Voilà, exactement. Et mes amis, qui font tous des... John, Clément, Julien, tous mes plus proches amis qui étaient dans l'entrepreneuriat à ce moment-là et qui marchaient bien, eux, ils n'étaient pas du tout convaincus par l'idée. Ils disaient, attention, je ne crois pas que la boxe puisse s'adresser aux CSP+ parisiennes. Et comme moi, ça marchait plutôt bien dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. C'est marrant parce que ça paraît évident maintenant, mais tu as raison que ça n'était sûrement pas il y a 10 ans. Ouais. À l'époque, personne n'y croyait. Et moi, j'avais un feu intérieur. J'étais sûr que c'était le meilleur sport. Et je le souhaitais à tout le monde. Donc, il y a eu un moment d'inquiétude hein, parce qu'après, tu prends un bail. Tu as des travaux importants à engager. Donc, c'est un business de coût fixe où il n'y a pas trop de marche arrière. Une fois que tu as signé un bail, tu es engagé pour une trinale de 3 ans. Il y a des gros travaux. Donc, c'était quelque chose... Avec un ticket d'entrée, du coup, quand même. Ouais. Ah ouais, mais nous, on a un business qui nécessite des investissements importants. Combien il faut mettre pour le premier ? Alors, ça dépend vraiment de ton local et ça dépend du standing que tu souhaites avoir. Vous, dans le vôtre, par exemple ? Nous, on met environ 3 000 € du mètre dans les travaux. C'est énorme. Ouais. Donc, parce que on veut une super ventilation, on veut des lieux qui soient beaux, très confortables, les vestiaires, les douches sont grandes. Comment tu fais pour financer ça au début ? Au début, moi, j'avais fait un emprunt obligataire. Donc, en fait, alors aujourd'hui, j'ai réussi à préserver 100% du capital parce que j'ai trouvé au fur et à mesure ce qu'on appelle des solutions... Tu as 100% de ta boîte. Exactement. Impressionnant. Voilà, avec des solutions qu'on dit non dilutives. Donc, c'est soit des prêts bancaires, soit ce qu'on appelle des obligations. Donc, c'est des prêts avec un taux quand même supérieur. Et j'ai toujours réussi à rembourser. Donc, jusqu'ici, on a réussi à préserver toute notre autonomie. Mais c'est un truc, hein, quand ça y est, tu as les clés du local, que les travaux sont partis, et puis qu'il y a l'ouverture, c'est des grandes émotions. Moi, je m'en souviens encore très, très bien des premiers jours. Et ma chance, c'est que ça a tout de suite marché. Et ça a marché très fort. C'est-à-dire que je me souviens des premiers mois, quand on a ouvert au 11 rue Molière, dans le premier arrondissement, le tout Paris est venu. Comment tu l'expliques, ça ? Je travaillais avec une attachée de presse relations publiques à l'époque qui s'appelle Marie Schneier, et qui a fait un super boulot, mais qui me disait, en fait, c'est vraiment la rencontre il y avait un vrai timing entre une attente de sport qui était la boxe. En fait, il y a plein de Parisiens ou de Parisiennes en rêvaient, et c'était pas possible. Il y avait un côté branché, avant-garde, de pouvoir aller dans des clubs, de pouvoir faire un sport que tout le monde ne fait pas. Et de ne pas faire un sport vraiment, j'ai envie de dire, utilitariste. On fait juste se muscler ou perdre du poids.
Et donc, toutes les personnes qui avaient envie d'un challenge un peu stimulant et sympa sont venues au début. Donc, le temple, il n'y avait que des VIP dans les premiers mois. Du monde du showbiz. D'ailleurs, ils sont encore là. Antoine Decaune, Thierry Marx, toutes ces Marc Jacobs. Il y avait plein de célébrités parisiennes qui se sont dit on va aller au temple, c'est the new place to be. Et donc ça a donné une visibilité médiatique très puissante. Ça a fait le succès quand même assez immédiat du club qui m'a permis d'envisager le second. Puis aujourd'hui, on en a fait 5. Voilà. Donc on a eu une petite pause au Covid, mais globalement, on a gardé un trend de développement assez régulier sur l'autofinancement. Et en fait, donc, du coup, et pareil, ça, ce mécanisme de membership, Ouais. du coup, qui est quand même un super business model parce que du coup, ça donne beaucoup de prévisibilité sur votre croissance, sur votre cash à un instant T, sur la LTV de chaque client. Ça, c'est quelque chose que tu mets en place dès le départ ou c'est quelque chose qui a évolué? Alors, quand même, moi, ma conviction, parce qu'il y a énormément de débats dans les salles de sport ou dans les studios ou dans les clubs de sport, entre est-ce qu'on fait des cours à l'unité ou est-ce qu'on fait des memberships. Il y a un débat qui est ouvert. Je pense que ce n'est pas un choix financier, c'est un choix d'offre sportive. Nous, l'expérience au temple, elle se vit sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a un onboarding, il y a une découverte, il y a des cours qui sont dédiés aux débutants, il y a une gradation dans l'engagement et dans le niveau. Même le coach, comme il repousse les limites, c'est un parcours sportif. Okay. Donc nous, le membership a du sens parce que notre sport, la pratique de la boxe telle qu'on la souhaite, elle s'inscrit dans la durée. C'est un long chemin pugilistique. Il y a d'autres expériences qui sont plus, on va dire, de l'entertainment, qui sont plus festives, du butinage d'activités, où on peut faire une fois et puis en fait on va arrêter cette activité qu'une fois qu'on s'en lasse. D'accord ? Je pense que ce n'est pas qu'un choix financier, c'est vraiment un choix de la façon dont on construit le parcours sportif des membres, qui justifie que le membership fait qu'effectivement, on a une très grande ancienneté de nos membres, mais c'est parce qu'une fois qu'on a réussi à les convaincre que c'était un sport qui leur correspond, ils restent jusqu'à ce qu'il y ait une grossesse ou un déménagement. Par exemple, là, tu parlais d'onboarding. Par exemple, demain, imaginons, alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'habite à Bordeaux. Ouais. C'est ça que je viens souvent à Paris. Imaginons, demain, je devais devenir membre du coup du temple. Donc, comment ça se passe ? Il faut donc que je prenne mon membership du premier mois. Et après, comment ça se passe ? Comment je vais être accueilli ? Comment je vais être onboardé ? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail là-dessus ? Alors, nous, tout se fait en ligne. Il y a quelques membres qui passent en club, mais que ce soit via un parrainage où il y a des modalités préférentielles pour rejoindre le club, ou en ligne, on s'inscrit. Ensuite, on doit indiquer son objectif. Donc, il y a plusieurs raisons de rejoindre le temple. Et donc, par exemple, si un des motifs qui est assez fort, c'est découvrir la boxe. Enfin, je vais te donner le mien. Moi, ce serait découvrir la boxe. Et en fait, moi, j'ai envie de faire un sport ultra cardio. Tu vois. Ok. Je m'apprête là cette année à faire un gros défi sportif dont je parlerai bientôt, mais où je vais avoir quand même besoin d'endurance d'un côté, mais également de beaucoup de cardio. Ouais. Et c'est vrai que je pense que la boxe, c'est quand même un bon sport pour moi là-dessus, quoi. Ouais. La boxe, c'est un sport cardio. Hein. La boxe, c'est un sport d'explosivité. Les rounds... il y a la boxe pro qui peut être sur 10 ou 12 rounds, mais la boxe amateur, c'est des Jeux Olympiques, c'est 3 rounds. 3 rounds de 3 minutes, ça va à fond la caisse. Hein. Ouais. C'est vraiment... d'explosivité. Donc le cardio, je pense que c'est la première qualité d'un boxeur. Donc il faut gérer son effort, mais quand même, c'est ça qu'on apprend, c'est à savoir exploser. Donc fort de cet objectif-là, tu vas recevoir des messages qui vont te recommander des cours. Nous, au temple, tous les cours sont limités, c'est 8-10 participants maximum. D'accord ? Donc on a une application mobile. Et tu consultes le planning et tu choisis le cours auquel tu souhaites participer. Donc ça, c'est des cours de combat sur le ring, soit c'est des cours sur les sacs, soit ça va être des cours de préparation physique. Donc c'est toujours avec un coach là ? Toujours avec un coach. Okay. Nous, il n'y a pas du tout de pratique libre. Il peut y avoir des cours particuliers. Ouais, tu n'arrives pas en fait à la salle et tu vas taper ton sac tranquille, quoi. On réserve son cours sur l'application. Donc on a un rendez-vous. Et pour choisir son cours, on reçoit un petit livret quand on est membre au départ. D'ailleurs, la paire de gants est offerte aussi quand on rejoint le temple. Et en fonction de l'objectif, il y a un parcours qui est recommandé. Et le coach, comme il y a peu de participants, il y a toujours un échange qui se fait aussi avec lui en début de cours. Lui-même, il complète le parcours en disant « Tiens Hugo, moi je te conseille d'aller sur tel cours de circuit training. Si tu veux travailler le cardio avec Ali, tu vas y aller très fort. Moi je te conseille de faire aussi les cours sur sac avec Nabil. C'est particulièrement intense, ou avec Ismaïl. » Donc tu vas avoir une orientation qui va se faire
de façon théorique avec une fiche qui te recommande des cours, un onboarding digital où tu reçois des vidéos qui te décrivent les différents cours, et les coachs sur place qui, en fonction de la façon dont tu évolues et la façon dont tu exprimes ce que tu recherches, vont t'orienter. Ensuite, on a ce qu'on appelle le staff. C'est des équipes qui ne sont pas coachs et qui sont présentes dans les clubs pour accueillir les membres et les orienter. Donc leur mission, quand tu viens pour la première fois, c'est de t'accueillir et de faire un point avec toi sur tes objectifs pour t'aider à choisir tes prochains cours. Donc nous, l'accompagnement des membres et leur orientation vers les cours qui leur correspondent le plus, c'est fondamental. Alors quand on dit on fait de la boxe, d'ailleurs j'aurais commencé par là, on a une vingtaine de cours différents. D'accord ? Donc ça montre que ce n'est pas que je sais pas moi, le cours sur ring, on fait échauffement, sac et ring. Non, nous, il y a un cours sur ring pour les grands débutants qui ne sont jamais montés sur le ring. À l'opposé, il y a un cours boxe anglaise confirmé, où là, c'est casque, coquille, protège-dents, et les coups sont beaucoup appuyés. Il va y avoir des cours sur sac, il va y avoir des cours pieds-poings sur sac, il va y avoir des circuits training, il va y avoir des cours il y a toute une galaxie de cours. Et donc, pour naviguer dans cette richesse d'offres, il faut être accompagné. Et c'est ça le job du staff en club. Ok, ça coûte combien, membership, du coup ? Alors, le membership, il dépend du nombre de clubs que tu as où tu peux réserver. Ouais. Un club, c'est 150 € par mois, et tous les clubs, c'est 175 € par mois. Ok, oui, donc en fait, la différence, en plus, elle n'est pas très Non. grande. Donc en fait, tu es à Paris, tu payes 175 € et du coup, tu peux aller à la boxe quand tu veux, Ouais. où tu veux dans Paname, quel que soit l'endroit où tu es. Exactement. Ok. Les membres, ils trouvent que c'est pas cher aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un prix quand même qui nous situe en concurrence avec les établissements les plus haut de gamme de Paris. Donc je pense que c'est un prix normal de marché. C'est quand même un peu sélectif, ça, on va pas se mentir. Surtout qu'il y a la concurrence des low cost, Oui. qui sont plutôt autour de 30 € par mois. Donc nous, c'est sûr qu'on est quand même 5 fois plus cher, ça compte. Mais c'est pour ça que du coup, en fait, de toute façon, ça c'est un truc aussi qui est très français. Mais c'est pour ça qu'en fait, vous mettez autant d'investissement et de temps et de choses dans le service, en fait. Et ça que souvent, tu vois, par exemple, moi, je le vois, par exemple, là où je joue au padel, tu vois, c'est con, tu vois, on paye quand même assez cher, mais tu vois, c'est con, c'est toujours les petits détails. C'est tiens, une porte, tu vois, ça fait 3 mois qu'on voit, il n'y a pas de poignée, donc tu pousses, il n'y a rien. Ouais. Tu vas au chiottes, il y a un urinoir sur 3, il est hors service. Enfin, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça, tu vois, le souci du détail du service, où parfois, en fait, tu peux être un peu déçu, tu te dis, ouais, bah, tu vois, moi, je serais prêt à payer plus cher, mais pour que ça soit premium, quoi, nickel, et que je me sente... parce qu'en plus, tu te sens bien quand tu es membre dans un club comme ça. C'est pour ça que je te parlais au début un peu des codes du country club, mais pas de manière péjorative, hein, sans voir mais nous, on assume complètement le ce gros bourge des positionnement-là, années 50, etc. En fait, le côté rough, le côté je vais dans un environnement authentique, un peu pété, etc. Ça, c'est un romantisme qui ne tient pas sur la durée. Moi, nous, les membres du temple, ils sont exigeants parce qu'ils ont peu de temps. Donc, il faut qu'après leur entraînement, ils puissent prendre une douche sans aucune hésitation, avec du gel douche et du shampoing de qualité, des serviettes, un environnement propre, des grands casiers dans lesquels ils peuvent sécuriser leur matériel informatique sans aucune inquiétude. En fait, c'est une image, je pense un peu d'Épinal, qui n'a aucune réalité, de se dire qu'on peut aller dans un club qui serait complètement inconfortable. Pour venir 2 fois par semaine, il faut que tout soit réglé et que ce soit à chaque fois un vrai plaisir de venir. Moi, les membres, ils me disent, la douche, je l'adore au temple, parce qu'en plus, quand on est chez soi, il y a un livreur Amazon, il y a les enfants qui appellent, etc. Là, c'est votre moment, vous êtes dans une grande douche, elle est confortable, et c'est après un entraînement, donc c'est un moment très savoureux. Donc le prix, il correspond à un niveau de prestation de service. Et nous, dans notre attention, il y a vraiment 2 pôles. Il y a un pôle excellence de la pédagogie sportive. Notre mission, c'est de rendre la boxe possible à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Donc là, on déploie énormément d'efforts pour avoir les meilleurs coachs et les aider à transmettre leur expertise. Et ensuite, il y a un autre métier, c'est celui que tu citais juste avant, c'est l'hospitality. Il faut gérer des lieux pour qu'ils soient toujours bien entretenus, toujours propres, toujours bien maintenus, avec un staff d'accueil qui met une ambiance de convivialité et de service en dehors des cours. Et ça, nous, c'est ces 2 jambes-là avec lesquelles on doit avancer pour garantir aux membres une expérience optimale. Et les membres sont très attachés au staff accueil qui ne donne pas des cours, mais qui les connaît par leur prénom, connaît leurs petites habitudes, la boisson qu'ils aiment bien commander après leur entraînement, et qui crée un sentiment d'être chez soi.
Un membre qui vient 2 ou 3 fois par semaine depuis 10 ans, il est à la maison. Hein, il est chez lui, ouais. Ah ouais. Mais il y a quand même des nouveaux, parce que la vie, elle est faite d'aléas. Donc, il y a des personnes qui doivent nous quitter de temps en temps pour un déménagement, parce qu'il y a une grossesse, une blessure. Il y a plein de raisons pour ça. Et donc, il y a des nouveaux tout au long de l'année. Donc, on garde cette identité et ce savoir-faire de dire qu'un nouveau, on lui fait tapis rouge, on en prend grand soin, on l'accueille et on l'aide à rejoindre la communauté avec beaucoup de bienveillance. Ça, c'est très, très important parce que c'est, pour moi, la culture club, elle doit rester ouverte. C'est ça qui fait qu'elle est saine, c'est qu'elle est ouverte vers de nouvelles personnes qui vont l'enrichir avec leur parcours, leur sensibilité. Et c'est bien, je pense, cette générosité, le fait d'accueillir quelqu'un qui n'a jamais boxé, c'est aussi, ça renouvelle l'idée que quelqu'un qui a un niveau inférieur à soi dans l'entraînement, on doit toujours tenir compte de son niveau. On est toujours dans une bienveillance qui fait de la place à son partenaire. Et aujourd'hui, c'est combien de membres, du coup, le temple ? Eh ben, c'est un peu plus de 3000. D'accord. C'est énorme. Ouais, mais le chiffre n'a pas de... Aujourd'hui, notre focus, c'est vraiment la qualité de la communauté. Ça, c'est une dimension à laquelle on est très attentif. Donc, on est toujours... Moi, je suis un ambassadeur du club, et les membres le sont aussi par la cooptation qu'ils font des nouveaux membres. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir une communauté je veux dire, dont on est de plus en plus fier. Et les membres qui la composent aujourd'hui font que toutes les personnes que tu veux, quand tu vas venir t'entraîner et que tu vas croiser, tu vas trouver que c'est très chouette de les croiser au temple. Et est-ce que du coup, pareil, encore une fois, pour reprendre un peu ces codes, encore une fois, alors je vais arrêter de dire le mot country club, mais on va dire de ces clubs, comme on l'entend, ces clubs voilà, de centre-ville, historiques, encore une fois, assez sélectifs avec évidemment une certaine catégorie de la population. Est-ce que, je ne sais pas, il y a... Encore une fois, pour élaborer cette communauté, est-ce qu'il y a une sorte d'annuaire ? Est-ce que tu parlais d'événements, mais bon, tu vois, il y a 2 grands galas dans l'année, mais est-ce que vous faites d'autres choses ? Est-ce qu'il y a même des choses hebdomadaires ? Est-ce que, pareil, pour avoir cette communauté en ligne, est-ce que vous n'avez même pas réfléchi ? Je ne sais pas. Tu dis qu'il y a des WhatsApp un peu sauvages qui se créent, mais vous, est-ce que vous avez réfléchi à comment en fait fidéliser encore plus cette communauté en ligne avec des outils pour qu'ils puissent communiquer entre eux, échanger entre eux et créer encore plus de valeur ? Je crois que les membres du temple, ils sont hyper matures en réseau et en business. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'être pris par la main sur ce côté-là. Okay. Et ce serait peut-être même maladroit ou gênant de trop leur imposer ça. Ouais. Et quand moi je suis dans les vestiaires, ça ne discute que de on se rappelle, je te passe ma carte, on s'échange les numéros. Je veux dire, les interactions au-delà du ring, au-delà du club, elles sont certaines. Et donc, comme elles sont déjà là, on n'a jamais trouvé nécessaire de les travailler davantage. Et je pense que la spontanéité des relations et l'authenticité qui résulte du fait d'avoir partagé un bon moment sportif, c'est le meilleur alibi pour connecter avec quelqu'un. Et donc, la plupart des membres, quand même, ils ont déjà beaucoup de réseaux, des bons jobs, ils font des soirées business et ils savent où est-ce qu'il faut aller les chercher. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un qui les interpelle ou qui se dit « Ah tiens, lui, je voulais lui parler d'ailleurs, je sais qui il est », ils sont très à l'aise pour le faire. Et à la limite, l'entraînement juste avant les aide à connecter parce qu'ils ont partagé, ou en tout cas, ils partagent une passion commune qui est la pratique de la boxe au temple. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de spontané et je pense que la pureté de la relation, elle est dans cette spontanéité que nous, on favorise par le membership. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de piratière qui vient faire juste de la connexion au temple. On s'engage dans un processus et donc toutes les relations sont très sincères et saines en quelque sorte. Oui, bon, il y a personne qui vient au temple pour faire du réseau en numéro 1, on vient quand même pour faire de la boxe. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, ton métier, c'est quand même de faire un club de boxe, pas de créer un club de networking. Quoi. Non, mais le networking vient naturellement. C'est du direct en direct. Ouais. Et il est encore plus beau quand il se développe comme ça. Moi, ça, c'est ma conviction. Je pense que les soirées qui sont pur réseau, souvent, elles peuvent être inquiétantes parce que ceux qui ont autant besoin de réseau, c'est pas forcément les personnes
dont toi tu as besoin. Tu as souvent des personnes qui ont quelque chose à vendre plutôt que quelque chose à acheter. Ouais, non, Donc, du coup, je vois ce que tu veux dire. moi je pense qu'au temple, là, c'est que des personnes qui ont suffisamment C'est de... que des A-players, quoi. Ouais. Voilà, ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a des personnes qui... la communauté est variée, hein, mais il y a une très belle communauté qui n'a pas du tout besoin de moi pour l'aider à connecter avec les personnes qui l'intéressent. Donc toi, tu es 100% bootstrap, ça Ouais. on en reparlera après. Mais je suppose que tu dois souvent recevoir des demandes de gens qui disent est-ce que je peux j'aimerais ouvrir un temple à Strasbourg, à Bordeaux, Ouais. à Marseille, à Nantes, à Lille. Toi, du coup, aller t'ouvrir en propre dans d'autres villes ou même en franchise, est-ce que c'est des choses auxquelles tu as forcément réfléchi, mais du coup, c'est quoi ton point de vue? Pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Aujourd'hui, alors on reçoit plein de demandes. Il y a énormément de fonds d'investissement, en tout cas de personnes qui travaillent dans les fonds d'investissement qui sont membres. Alors du coup, la discussion sur l'ouverture du capital, on en discute régulièrement et c'est pas un dogme. Hein. Pour moi, l'ouverture du capital, elle doit être liée à un projet qui nécessite un apport de fonds important pour accélérer ou pour conquérir une zone géographique. Par exemple, si on se décidait d'aller à Londres, pour se dire, là, je pense que ce serait un sujet d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, pour se développer à Paris, en réalité, on déclenche des besoins de financement club après club. Et comme on a déjà notre structure centrale d'animation, on n'a pas besoin on arrive par des processus d'emprunt bancaire à continuer à développer Paris. Et même un modèle de franchise à Paris n'aurait pas de sens. Là où ça peut avoir du sens, la franchise, c'est sur d'autres territoires géographiques. Et ça, je pense qu'on a tellement été occupé sur le fait de se développer à Paris qu'on n'a pas adressé encore le sujet de la franchise ailleurs. Mais le temps viendra, je pense, 2025-2026. On a eu beaucoup de demandes. Et là où c'est assez sympa, c'est que tu as des personnes, des anciens membres qui sont partis à Londres, qui sont partis à New York ou qui sont partis à Bordeaux. J'ai reçu des mails de Bordeaux qui disent on ne retrouve pas le concept du temple. Ça nous manque terriblement. Quand est-ce que tu viens l'ouvrir? Ou est-ce que moi, je peux prendre une franchise pour le faire? Donc, ça part du produit et de l'expérience qui a été vécue au sein du club avec cette envie de la retrouver. Donc, tu as raison, c'est assurément un projet qui doit venir. Et c'est simplement parce qu'on a été très occupé à... Donc, c'est qu'une question de focus pour l'instant. Ouais. Mais par exemple, donc, je vois une ville comme Bordeaux, je sais qu'il y a vraiment la demande, parce qu'en effet, je crois qu'il n'y a pas une demande, il n'y a pas une offre encore peut-être conséquente. Ouais. En fait, là, en gros, ce qui vous empêcherait de le faire, c'est, je sais pas, c'est de tomber sur la bonne personne, ou c'est de se dire, vas-y, là, ça fait vraiment partie de nos objectifs, on va vraiment mettre du temps et de l'énergie dessus. C'est quoi, grosso modo? C'est ça, c'est trouver les bons partenaires. Je pense que ça, nous, aujourd'hui, les 5 clubs ont démontré qu'il y avait une marque, qu'il y a un savoir-faire. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais été aussi légitime pour se développer avec différents modèles. Donc ce sera la rencontre avec le bon acteur, avec la conviction qu'on partage que c'est le bon emplacement, que c'est la bonne configuration de local. Et non, je pense que c'est assurément d'actualité. Parce que c'est quoi le playbook, par exemple, pour ça? Il faut, je me dis qu'avec autant de membres, alors après, tu as quand même 5 temples, mais il faut quand même quelque chose de grand, quand même, non? Ouais, nous, les clubs, ils font environ 400-500 mètres carrés. Ce qui est énorme, Ouais. en plein centre-ville, quoi. Ouais. Il faut de la hauteur sous plafond pour l'expérience. Quand même, il ne faut pas de poteau parce que nous, on a toujours besoin de mettre un ring. Donc le ring le plus petit fait 5 mètres par 5 mètres. Donc ça prend quand même de la place. Et ensuite, il faut mais ça, on trouve toujours des solutions, mais nous, on est très focus sur la technique pour permettre une très bonne ventilation du local, pour que l'expérience soit agréable. On est un sport d'intérieur, ouais. C'est hyper important d'avoir... Pas comme dans les clubs d'escalade où ça pue les pieds, quoi. Exactement. Nous, il faut que ça sente bon. Ouais. Et ça ne sent bon que parce qu'il y a un dispositif de ventilation très puissant. Voilà. Dans ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que quand même le ticket d'entrée, alors encore une fois que tu arrives à pourvoir par le levier bancaire, mais c'est quoi? C'est plus d'1 million d'euros de travaux. Bien sûr, ouais. On est d'accord, on est là-dessus. Quoi. Il y a ça. En fait, il y a plusieurs métiers. Ça, je crois qu'il faut quand en fait, le temple, c'est avoir la capacité de se financer, et c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut réussir à convaincre des partenaires financiers soit de lever de l'argent, soit de l'emprunter. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver un local et donc avoir la confiance d'un propriétaire qui se dit je m'embarque sur plusieurs années avec un... Ouais, surtout avec les travaux de port qu'il va me faire. Voilà. Il faut que ce soit... Donc il faut avoir de la crédibilité. Et ensuite, il faut gérer un chantier important. Et un chantier, il faut avoir l'expertise de gérer un budget et des complexités techniques. Ça, c'est, je pense, la première partie. Ensuite, il y a un autre métier
qui consiste à savoir développer une désirabilité pour que les membres rejoignent le club. Donc ça, c'est un métier de communication, un métier de... Même si toi, tu m'avais dit qu'à Paris, ça s'était presque fait tout seul. Ou alors, on n'est peut-être pas entré à fond dans le détail, mais j'ai l'impression que ça s'était fait naturellement et assez subitement, en fait. Oui, il y a eu ça, et il y a eu aussi, je pense, nous, on a énormément accompagné la cooptation pour que chaque membre devienne un ambassadeur et des conditions très préférentielles pour abonner ses proches. Et c'est ça qui a créé aussi une accélération un développement de la communauté par elle-même. Et le troisième métier, c'est l'exploitation, c'est-à-dire de se dire, il faut, quand il y a un problème de plomberie, quand il y a un problème de clim, quand il y a un problème il faut gérer des prestataires de ménage, il faut gérer des prestataires de blanchisserie. Donc c'est vraiment comme gérer un hôtel. Hein, Je suppose que tu as des gérants dans chaque temple, en fait, dont c'est la fiche de poste. Ouais. Et ça, c'est un métier qui est très exigeant quand on veut en tout cas délivrer une prestation, offrir une expérience de qualité. Et souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des personnes qui aimeraient entreprendre dans le sport, qui n'imaginent que la dimension sportive. En réalité, il y a des métiers de travaux et d'aménagement, de financiers, il y a des métiers marketing, ou en tout cas de communication, et il y a des métiers d'exploitation d'un établissement sur un plan vraiment très technique. Après, ce qui est fort, mais ça, je pense que le concept, on a réussi à le développer. Donc, le directeur sportif, c'est Jérémy Denis, qui est là depuis le début de l'aventure, et qui, lui, a comme mission de recruter des coachs et de leur expliquer, de les accompagner dans le développement d'une pédagogie signée Temple. Donc nous, notre projet, c'est de mettre à la boxe. Ce n'est pas de détecter de haut potentiel pour les amener en compétition. Et ça, c'est un changement de paradigme très puissant, complètement très très fort, parce que tous nos coachs viennent du monde de la compétition et donc de l'excellence. Et donc, ils ont été programmés pour produire de la performance et détecter les pépites qui seront les champions de demain. Donc, il faut trouver les personnes qui acceptent de se reprogrammer pour dire non, mais moi, je ne cherche pas un champion demain. Ce que je cherche chez Hugo, c'est à lui travailler son cardio pour qu'il cartonne dans son nouveau challenge sportif. Hein. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec une performance pugilistique. Ça va dépendre de ton objectif. Ok. Et juste pour revenir du coup à ce premier temple, parce que tu me dis, on est sur un budget qui dépasse les 1 million d'euros. Ouais. Que tu arrives maintenant, du coup, ça ne me surprend pas parce que tu arrives avec des super KPI, une super marque, etc. Donc, évidemment, qu'à mon avis, tous les banquiers veulent travailler avec toi. La première fois, alors, bien sûr, tu as quand même un CV. On voit que quand même, tu as quand même un CV qui inspire confiance. Mais mine de rien, tu arrives sur quand même un business qui, de base, est risqué quand même. Comment tu arrives en fait à les convaincre au début de te suivre ? Ça, je pense qu'il y a vraiment je pense que c'est une grosse barrière à l'entrée. Il y a énormément d'acteurs du sport qui veulent ouvrir un lieu. Alors, la première barrière à l'entrée, c'est de convaincre des financiers de prêter de l'argent. Moi, j'avais fait ça quand même dans ma première vie professionnelle. Quand j'étais chez Unibail-Rodamco-Westfield, je gérais un PNL de centres commerciaux, donc j'avais développé des compétences financières et la compréhension d'un compte de résultat, une logique d'investissement avec des ratios de rentabilité. Et ensuite, quand j'étais dans la structure d'investissement avec Monsieur Herman, de la même façon, on étudiait des dossiers pour investir dans des sociétés ou pour en créer from scratch. Donc je suppose que ton dossier, il avait de la gueule, quoi. Il était carré, quoi. Ouais, exactement. Et donc je savais comment convaincre des financiers. Et eux se disaient, en fait, moi, quand même, avec mon parcours, je pouvais faire autre chose. Et donc, moi, tous mes amis qui ont essayé de me dissuader en me disant bah non, mais tu vas faire une meilleure carrière si tu continues à travailler dans l'immobilier ou à travailler dans le monde de l'investissement. Enfin, si j'ai entrepris ce projet, c'était parce que j'y croyais vraiment très fortement et j'avais quand même mis beaucoup d'analyse et de réflexion. C'était plus que le coup de cœur. Et donc ça arrive à convaincre quand même des personnes qui se disent bon, je pense que mon profil, c'était pas pour dilapider leur argent ou pour perdre mon temps. Moi, j'avais vraiment une ambition de développer ce concept-là avec beaucoup de sérieux et de rigueur pour le pérenniser et le développer. Et pareil, tu te lances tout seul. Par un seul moment, au début, tu te dis, tiens, ça pourrait être pas mal quand même de le faire à deux, parce que quand même, encore une fois, je choisis pas, dès lors qu'il y a de l'immobilier, qu'il y a des travaux, qu'il y a des gros amortissements, etc. C'est quand même, encore une fois, pas les business les plus simples de base à porter seul sur ses épaules. Tu t'es jamais posé la question, toi, de t'associer au début, ou c'était très clair que tu avais envie de le faire seul ? Les histoires, elles s'écrivent en fonction des contextes. Moi, à l'époque où j'ai lancé le projet, j'étais le seul convaincu par ce potentiel-là. Ouais.
Donc la question de l'association ne s'est jamais posée. Ouais. En revanche, je pense que c'est je vois d'autres structures, d'autres sociétés dans lesquelles il y a des binômes ou des trinômes d'associés, et je trouve ça remarquable, et c'est certainement très savoureux d'avoir des choses à partager. Aujourd'hui, au Temple, moi j'ai une super équipe quand même, avec laquelle je partage beaucoup dans une culture de transparence et qui partage mon ambition. On partage tous l'ambition de développer le Temple. Donc le sentiment de solitude est quand même très différent de celui que j'ai pu avoir au lancement, où c'était peut-être plus vertigineux. Puis je pense qu'il y a autre chose, c'est que moi, ce métier, le Temple, moi j'aime ça. C'est-à-dire que quand je vais dans un club et que je vois tout le monde qui s'entraîne, je suis reboosté. Je prends de l'énergie de façon très très positive. Quand je fais des réunions avec les coachs, c'est vraiment des personnes que j'estime, où l'échange il me nourrit en énergie, et je me dis on est en train de faire quelque chose de super super chouette. Quand je vois des membres qui s'entraînent avec ces coachs aussi talentueux, je me dis on a organisé un truc dingue. Des immenses champions qui prennent le temps d'apprendre la boxe à quelqu'un qui découvre la boxe pour la première fois, c'est génial. Et donc, il y a une forme de fierté et de réassurance à chaque fois que je vois que notre expérience, elle est fidèle à ce que moi j'avais imaginé et qu'on y arrive. Donc ça, je pense que ça dépend de l'expérience que tu fais de cette expérience entrepreneuriale. Moi, l'expérience que j'en ai eue, elle m'a toujours renforcé dans mes convictions et motivé. Donc, je pense que en fonction de ta trajectoire, ça peut être souhaitable d'avoir. Ça aurait pu être plus nécessaire d'avoir un associé. Moi, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Toi, tu te considères plutôt comme un extraverti ou un introverti du coup? Est-ce qu'un extraverti, je pense que chacun peut avoir sa définition. Tu vois, pour moi, un extraverti, c'est celui qui se nourrit de l'énergie des autres. Et au contraire, un introverti, du coup, lui, ça peut le vider de son énergie en fait, d'interagir avec les autres. Toi, parce que tu as l'air un peu introverti comme ça, mais d'après ce que j'entends, tu as plus l'air quand même d'un extraverti, non? Moi, je pense que c'est important de travailler sur soi et d'échapper à ce qu'on est déjà. Il faut progresser. Moi, mon leitmotiv, c'est d'essayer d'être meilleur demain que je suis aujourd'hui. Je pense que la boxe, c'est un formidable exercice pour se mettre dans des situations d'inconfort et progresser. C'est comme ça que je la vis. Et donc, tu vois, si tu me trouves trop introverti, en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de bosser un chemin vers. Moi, au contraire, je pense que tu es extraverti. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, je pense que j'essaie d'échapper, en tout cas, aux cases en fonction des enjeux. Et donc, moi, je suis convaincu, mon humanisme, moi, c'est de penser qu'en bossant sur soi, et en acceptant la remise en cause, on peut devenir quelqu'un d'autre. Je suis assez convaincu. Donc, il y a forcément des déterminismes liés à notre histoire personnelle et puis à notre trajectoire. On peut être plus introverti ou plus extraverti. Et j'ai du mal à te répondre parce que, vraiment, moi, mon job, c'est plutôt d'être en conscience et de me dire quel va être mon enjeu. Tu vois, là, par exemple, dans l'exercice qu'on fait aujourd'hui, je me dis il faut que je délivre un maximum d'informations pour intéresser tous ceux qui ont la chance d'écouter ton émission. Donc, dans d'autres moments, je vais être beaucoup plus dans la réflexion, tu vois, dans le fait de me documenter, le fait d'écouter pour nourrir justement les next steps de l'aventure. Donc, ça dépend. Voilà. Ok. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est toutes les questions un peu d'organisation, de productivité. Et ça m'intéresse de voir en fait à quel point il n'y a pas une seule méthode d'organisation de productivité qui marche, mais en fait, il y en a plusieurs. Et en fait, ce qui est bien, c'est un peu d'aller se nourrir des techniques et autres des autres. C'est pour ça que j'essaie maintenant de demander à chaque invité, est-ce que déjà, toi, l'organisation, c'est quelque chose qui est un pain pour toi ou c'est quelque chose, pour le coup, que tu as vachement amélioré d'année en année? C'est central. Hein. L'organisation, pour moi, alors, comment tu organises un peu tes semaines, tes journées? Est-ce qu'il y a un peu des patterns dont on pourrait s'imprégner? Je pense que la discipline sportive, donc de s'entraîner régulièrement, de faire attention, de mettre de l'engagement dans ses entraînements, c'est la même chose quand on monte une entreprise. Il y a une discipline à avoir sur son organisation pour réussir chaque enjeu qui se présente. Moi, j'ai pas mal bossé avec 108 milliards, qui est une structure de coaching qui aide notamment à s'organiser. Ok. Donc ça a été un super accélérateur. Moi, je suis très...
à l'écoute et très demandeurs comme ça de conseils avisés et d'expertise pour toujours améliorer mon orga. Donc je recommande cette structure qui, moi, m'a fait franchir des étapes importantes. Donc la base, c'est d'avoir un master agenda. Donc le master agenda, c'est tu planifies ta semaine et donc tu connais les grands enjeux récurrents. Et donc pour pas qu'une tâche déborde sur les autres, il faut que tu les circonstancies et que tu les places dans ta semaine. En repeat hebdo, du coup. Exactement. Comme il faut accueillir l'imprévu, j'ai des plages d'imprévu. J'ai des plages de travail, de production qui sont pas. Et quand je fais mon planning de la semaine, je regarde mes tâches de la semaine, je les hiérarchise en définissant des priorités, et ensuite je place mes éléments de production dans mes plages de travail de la semaine. Et c'est avec cette rigueur d'organisation que je descends ma to-do list. Et dans mon équipe, on en parle beaucoup, parce que je pense qu'un des grands enjeux, c'est que les autres vous dictent votre agenda par des sollicitations. Or, en fait, à partir du moment où on s'est donné un objectif et des priorités, ce qui compte, c'est d'avancer vers le fait de réaliser toutes ces actions. Et ça, pour y arriver, il faut les sanctuariser, les protéger dans des plages de travail dédiées. Donc, la part de sollicitation, elle doit être uniquement, elle doit être accueillie, étudiée. Et donc, soit elle rentre dans les objectifs qui ont déjà été fixés initialement, soit il faut savoir dire non. Ok, ça, on est bien d'accord là-dessus. Toi, tu es plutôt travail tôt le matin, travail tard le soir. C'est quoi un petit peu, si on rentre un poil dans le détail un peu de tes journées, semaines type, c'est comment un peu tu sépares et comment tu batches un peu tout ça? Alors moi, le matin, moi j'ai 3 garçons, 3 enfants. Donc du coup, moi, je commence après les avoir amenés à l'école. Donc ça ne me fait pas commencer très très tôt. Moi, je commence plutôt vers 8h30, 8h45. Et souvent, moi, je retravaille le soir. Donc je suis plutôt un travailleur. Si jamais il faut faire des sprints, moi, je peux faire des nocturnes. C'est mon héritage de mes jobs précédents où on bossait la nuit. Mais quand même, le projet, c'est si on veut avoir de l'efficacité, pour moi, il faut toujours se garder une capacité d'accélération. D'accord. Pour avoir une capacité d'accélération, tu ne peux pas être à fond tous les soirs. Si tu te couches tous les soirs à 2h du matin pour finir ton taf, c'est mort, ça dure une pourras semaine, pas mais après, saisir c'est mort, quoi. une opportunité qui te dit cette semaine, il faut terminer tous les soirs à 2h. Donc tu ne pourras pas bondir sur la bonne affaire, le projet hyper important. Donc pour moi, il faut avoir un run hyper calibré, sain, pour avoir des nuits parfaitement normales, une activité mondaine, une vie familiale équilibrée, pour justement se ménager des capacités d'accélération. Donc moi, mon master agenda, il tient sur des horaires de bureau, et de temps en temps, quand il y a un sprint à faire, je vais plutôt le faire le soir. Ok. C'est-à-dire que toi, par exemple, donc tu démarres plutôt 8h45, grosso modo à des heures, on va dire, à peu près normales. Et après, est-ce que du coup, toi, tu as, on va dire, par exemple, la moitié de ton agenda qui est déjà batché? Je sais pas, comment tu le sépares, par exemple? C'est quoi pour toi, en fait, c'est quoi aujourd'hui tes grandes missions qui rentrent en fait dans ces grands batchs en recurring quand tu es CEO du Temple avec, je sais pas combien de salariés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 40 salariés et il y a une centaine de coachs. Ouais, ce qui est énorme. Donc ça fait une grande communauté. Donc je suppose qu'il y a quand même une grosse partie managériale pour toi. C'est essentiellement ça. Une grosse partie développement. Mais justement, comment tu sépares un peu tout ça? C'est quoi tes grandes missions aujourd'hui qui t'incombent? Alors, il y a 2 pôles. Il y a des points qui doivent être faits avec les directeurs, l'équipe de direction. Alors, on a une équipe de direction, donc il y a Jérémy Denis qui est le directeur sportif et de l'expérience. Donc on a des points thématiques qui sont organisés chaque semaine. On fait un point sur... on a pas mal d'informations sur les cours. Donc ça va être à la fois combien il reste de place dans les cours, quels sont les cours qui marchent le mieux, quels sont les cours qui marchent le moins bien, comment se passent les recrutements des nouveaux coachs, quels sont les retours des membres. Moi, je suis focus sur la qualité des cours. Donc, on en parle, je pense, quasiment tout le temps. Et donc, on a des outils soit quali avec des retours de membres, soit des observations des équipes qui sont en club, soit des outils statistiques, puisque tout est digitalisé, qui nous permettent d'avoir une vision assez précise sur ce qu'on doit améliorer. Pour ça ? En fait, nous, comme on a un logiciel pour réserver les cours, nous, on peut avoir des statistiques du nombre de réservations de cours, nombre de réservations de parcours, en fait. Exactement. Le nombre par exemple, la vitesse est-ce qu'un cours se réserve 3 jours à l'avance ou au dernier moment?
Donc, si c'est 3 jours à l'avance, ça veut dire qu'il est très désiré. Donc, il a une forte attractivité. Bon, on a plein de critères qui nous permettent d'apprécier ce qui marche moins. Et nous, on a une culture du sportif qui veut toujours faire mieux, on veut toujours battre notre record. Donc, on cherche en permanence les axes d'amélioration. Et ça nécessite d'être vraiment à l'écoute. Donc, il y a ces points qui sont faits avec Jérémy. J'ai un point qui est fait avec l'équipe qui s'occupe de tous les abonnements. Donc, il y a une partie CRM, donc les membres qui nous écrivent ou des futurs membres qui nous écrivent. Donc ça, on s'interroge toujours sur la meilleure façon de leur répondre, sur des outils pour répondre plus vite, pour répondre de façon plus pertinente. On va avoir des réunions avec Corentin, qui est le directeur de l'excellence opérationnelle. Donc lui, il va piloter tous les prestataires, blanchisserie, ménage, travaux, la mise en place de process dans les clubs pour qu'on ait une expérience vraiment maîtrisée et améliorable, d'accord, avec des reportings sur toutes les actions qui sont menées. Et donc, je les vois, et puis on fait des avancements sur chacun sur sa feuille de route. Donc ça, j'ai des points hebdomadaires avec chaque directeur. Et souvent, quand on est sur un chantier qui nécessite vraiment de monter une marche en termes de qualité, on va se reprogrammer des séances de travail dans la semaine. Ensuite, moi, j'ai beaucoup de temps en club, parce que c'est la vie, elle est en club. Parce que je vais te demander, est-ce que toutes les semaines, tu passes dans les 5 clubs ? Oui, le but, c'est d'aller voir. Alors, quand même, grâce à l'équipe, on arrive, je pourrais ne pas y aller, mais moi, ça fait partie de mon plaisir. Hein, quand même. Donc, moi, je fais des cours dans les clubs, c'est la meilleure façon d'aller... Tu participes toi au cours. Okay. Exactement. Et donc, ça me permet de faire un retour au coach à la fin du cours sur ce qui était positif et ce qui est susceptible d'être amélioré. Ça me permet de voir des petits sujets de maintenance, des petits sujets d'amélioration. Ça me permet de voir les équipes en club et de leur rappeler nos missions, de prendre du feedback aussi sur comment ça se passe. Donc ça, c'est une mission qui est importante. Après, j'ai quand même beaucoup de rendez-vous. Moi, je rencontre des membres. Il y a beaucoup qui souhaitent qu'on échange. Donc, j'ai une partie comme ça où ils vont me faire des retours d'expérience, où ils vont présenter quelqu'un. Il y a toujours une dimension comme ça de relationnelle avec les membres qui est très importante. Et ensuite, il y a la gestion de la société d'un point de vue administratif et financier. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Donc ça, c'est une petite partie aussi importante. Et la partie représentation, communication, marketing, c'est ça qu'en fait... j'ai l'impression que du coup que le temple c'est limite quelque chose c'est une machine qui marche toute seule en termes de développement. Je suppose que vous mettez quand même en place comme certaines actions ou encore une fois non, avec le bouche à oreille, le parrainage. Alors c'est peut-être le mot, c'est pas parrainage, c'est on dit parrainage. On dit parrainage, ok. Ouais. Mais j'aurais dû la citer. En plus c'est elle qui est à l'origine de notre rencontre. C'est Alix qui est la directrice marketing. Ah exactement. Qui fait un boulot formidable et qui est donc par exemple nous on aime bien mettre en avant notre communauté de membres. Donc, on va réaliser des portraits de membres en faisant une courte vidéo qui décrit à la fois leur vie professionnelle ou privée et dans quelle mesure est-ce qu'elle est connectée à leur entraînement au temple. Vous allez créer beaucoup de contenu là-dessus. On crée beaucoup. On produit beaucoup de contenu là-dessus. On anime quand même les réseaux sociaux pour défendre l'image du temple. On va avoir des actions. On a des newsletters pour nos membres. On va avoir toute une série d'actions de communication, que ce soit vers des futurs membres ou vers les membres, ou vers l'amélioration de notre application ou notre site web, qui fait que Alix a beaucoup de travail. J'allais regarder du coup comment vous étiez sur Insta, etc. Quelque chose que vous faites beaucoup aujourd'hui ? On le fait... nous, on est d'abord un concept... on est un concept très présentiel, très physique. Donc, Instagram, c'est une façon pour les futurs membres de nous découvrir. Donc, ils vont venir voir, il y a des portraits de membres, il y a des photos des clubs, etc. Pour moi, Instagram, c'est plutôt un deuxième site web qui nous permet de nous découvrir. Mais nous, on n'a aucun... c'est pas plus que ça. Pour être clair, on n'a pas de monétisation associée, on n'a pas de partenariats commerciaux qui nous permettent de pousser... Non, mais c'est ça, tout ce qui est YouTube, Insta, LinkedIn ou quoi. En fait, un peu de cette communication pour faire encore plus parler de la marque. C'est pas quelque chose qui rentre encore dans votre stratégie ? Non, parce que la marque, elle a cette... comme nous, on est sur du membership, on essaye de prendre... On n'a pas des velléités d'avoir beaucoup. On n'est pas dans une logique de masse ou de volume dans l'acquisition de nos membres. On a plutôt une logique sélective. Donc, on communique de façon la plus fine possible. Avec grande parcimonie. Ouais, exactement, pour que ce soit des nouveaux membres dont on sait qu'ils ont toutes les chances de rester avec nous le plus longtemps possible. Donc, elle investit. Elle a fait un travail. On fait un travail sur l'onboarding, par exemple. Quand on devient un membre du temple, on est accompagné aussi de façon digitale pour choisir les cours qui correspondent le plus à l'objectif,
pour avoir des rendez-vous avec un membership manager qui vont pouvoir répondre à des questions. On sait que les premiers pas, les premiers cours, les premiers moments dans le club, ils sont décisifs dans le fait de l'apprécier, de décider de continuer. Donc, on a beaucoup d'efforts qui sont déployés à ce moment-là. Et pareil, vous aussi, l'une des grandes forces aussi pour faire découvrir le temple, c'est les combats des membres que vous organisez. Moi, par exemple, tu vois, qui vit à Bordeaux, Oui. moi, j'ai entendu parler du temple en voyant du coup mes potes sur Instagram qui participaient à un combat, tu vois, avec encore une fois avec tous les spectateurs, un peu tout le folklore encore une fois de la boxe. Alors, le folklore, c'est peut-être pas le mot, mais en fait si, qui respecte un peu tous les codes du combat de boxe. Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis le début et comment ça s'organise, comment un membre d'un coup peut dire bah moi j'aimerais bien faire un combat lors de. Alors, je sais pas s'il y a une bonne sémantique à utiliser, si ces combats ils ont un nom, si c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est comment ça se passe? Alors nous, il y a des combats tous les jours, parce qu'il y a un ring, il y a des cours. Alors, je te parle des combats un peu en des public. galas. Donc ça, ce format-là, en fait, on s'est rendu compte que même si nous, on sortait de la compétition officielle, il y avait plusieurs membres qui étaient très désireux de vivre cette adrénaline du ring dans les conditions les plus proches des compétitions officielles. Ouais. Les compétitions officielles, elles ne correspondent pas forcément aux membres qui sont au temple. Par exemple, en France, on ne peut pas combattre officiellement après 39 ans. C'est une date limite. Nous, on a la moyenne d'âge, c'est plutôt 35-36 ans. Donc, il y a plein de membres. Ah, c'est jeune quand même. Ouais, enfin, dans les clubs de sport, nous, on est plutôt un club de sport avec des personnes bien adultes, quoi, qui sont déjà engagées dans la vie professionnelle. Mais du coup, on est loin du country club, où la moyenne d'âge, c'est plutôt 50 ans et quelques. Tu vois. Non, nous, c'est des bons trentenaires, plutôt entre 35-40 qui sont là. Ok. Et, donc, c'est vraiment, je suis en plein dedans, quoi. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je me permets de dire jeune quand même, tu vois, du coup. Exactement. Ouais, c'est jeune parce que y a une gourmandise de se dire qu'on a envie de vivre des expériences fortes. Et donc, c'est un peu comme quand tu dis, moi, je vais faire tu sais, t'achètes un coffret, tu fais un tour de circuit en Ferrari, ou tu fais un saut en parachute. Tu vois, tu vis une expérience extraordinaire, capsule. Moi, je me disais, il faut que nos membres ils puissent vivre cette expérience extraordinaire du combat facilement. Pas en s'engageant dans tout le processus officiel de compétition qui parfois peut être trop anxiogène pour la plupart de nos membres. Donc on a créé notre propre compétition en interne qu'on appelle le Gala du Temple, qui existe quasiment depuis le début et qui fait que pendant une soirée, les membres s'affrontent dans les conditions réelles d'un affrontement d'une compétition. Donc on a des juges et des arbitres de la Fédération française de boxe qui viennent organiser les combats. On a le médecin officiel de la fédération qui est là. On prend des licences auprès de la fédération. On a une organisation parfaitement, je veux dire, très, très exigeante et très rigoureuse pour que ensuite un combat puisse se dérouler dans des bonnes conditions avec le combattant qui choisit la musique qui va l'accompagner quand il monte sur le ring. Il y a un jeu de lumière pour que ce soit le big show. Et le combattant va choisir le coach qui est dans son coin. Et il y a un speaker qui annonce chaque combattant en fonction d'un axe éditorial que le combattant a choisi. Et donc ça, on en fait depuis presque 10 ans, sauf qu'on a amélioré et augmenté le niveau de spectacle à chaque édition. Donc maintenant, on a des partenaires de grande qualité en plus dans ces événements-là. La plupart des spiritueux, c'est du groupe LVMH. Donc il y a des cognacs, des champagnes. On a on a une soirée qui est vraiment quand même très très belle en termes de festivité. Et sur le ring, ce qui était hyper important, c'est que ce ne sont pas forcément les meilleurs boxeurs du club qui s'affrontent. Nous, ce qui est hyper important pour nous, c'est de trouver 2 membres qui ont absolument le même niveau. Donc ça peut être... Oui, pour pas qu'il y en ait un qui prenne une raclée, quoi. Exactement. Donc c'est une vraie... en gros, l'objectif, c'est qu'à la fin du combat, ce soit très très difficile d'identifier qui a gagné. C'était très serré. Ça, pour nous, c'est un très beau combat. Donc, pour le garantir, parce que par exemple, Thierry Marx, il a fait le Gala du Temple, Victor Luger, le patron de Big Mama, il l'a fait aussi, Sixtine l'a fait, Harold Gardas l'a fait. Il y a des personnalités qui ont une certaine notoriété. Donc, quand ils montent sur le ring, ils engagent quand même... il y a un marketing de la défaite en cas de défaite. Et donc, en fait, la défaite, elle est acceptable si c'était très, 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 très serré et que le combat était très chic et que c'était difficile de discerner qui avait le dessus. Donc, pour garantir ça, nous, on fait toujours un combat à huis clos avant la soirée. Ah, sympa, et le directeur sportif valide qu'il y a vraiment le même niveau.
S'il y a le même niveau, alors le jour J, ils pourront combattre. Et ça, c'est super parce que là, en gros, on garantit aux participants à la fois une sécurité physique, parce qu'on met tout en place. Et une sécurité d'image. Et une sécurité d'image. Ça, c'est hyper important parce que pour des membres qui ont des enjeux d'image, il faut qu'on soit très rassurant en la matière. Et après, c'est une superbe fête parce que tous les membres, ceux qui décident de monter sur le ring à l'occasion du gala, c'est une toute petite minorité du temple. Hein. C'est pas du tout un passage obligé. Mais tous les membres, en revanche, adorent être présents lors de cette soirée-là pour encourager celles et ceux qu'ils ont vus s'entraîner à leur côté dans les cours du temple, parce qu'ils vont retrouver les coachs sur leur 31 et les autres membres aussi qui partagent un moment festif, hein, vraiment. Et donc, ça, c'est quand même une grande fierté pour le temple, parce qu'on est un club de sport capable d'organiser 2 galas par an, où tout le monde est en smoking ou en robe de soirée, avec un groupe de musique, avec des petits fours et puis les meilleurs alcools, et qui réunit 500 personnes. Nous, on a un numerus clausus comme ça pour... Combien de combats il y a dans la soirée ? 10. Une dizaine, Une dizaine. Sachant que l'ambiance, c'est pas un gala assis. Donc, il y a des personnes qui dansent, il y a des personnes ça discute, ça réseaute. C'est une soirée, en fait, où l'alibi, c'est qu'il y a une série de combats qui s'enchaînent sur le ring. Les membres, dans la soirée, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent... Mais du coup, s'il y a 10 combats, c'est-à-dire qu'il n'y en a quand même que 20 membres sur les 3000 qui peuvent combattre tous les 6 mois, du coup. Alors, sauf que nous, il doit y avoir 150 demandes à chaque fois. Hein. Ouais. Donc, comment vous faites pour choisir, du coup ? On choisit, on essaye d'avoir... il faut faire une belle soirée. Donc, on essaye quand même de faire tourner, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui combattent. Quelqu'un qui a déjà participé à un gala, il a quand même moins de chances de reparticiper. Et puis ensuite, il faut que ce soit une soirée équilibrée. Nous, on aime bien qu'il y ait des combats de femmes et des combats d'hommes. Ouais. D'accord, que ce soit... C'est quoi là aujourd'hui la part homme-femme Il y a 40% de femmes. C'est énorme, 40%. C'est énorme, ouais. Donc, il faut leur donner... Il faut les donner... il y a moins de femmes sur le ring. Il y en a beaucoup. Mais donc, du coup, pour celles qui boxent et qui combattent, c'est hyper important de les mettre en valeur lors de cette soirée-là. Okay. Donc, sur 10 combats, en général, il y a 3 combats féminins. Ensuite, on va essayer d'avoir des variétés d'âge, une diversité aussi de morphologie, qui fait que les combats sont, on va dire, intéressants. Que le spectacle, on se dise, il y a des débutants, il y a des personnes beaucoup plus expérimentées qui combattent. Voilà, il faut que ce soit un spectacle. La boxe, c'est toujours une dimension sportive et une dimension show. Donc, on essaye de choisir des binômes qui vont faire plaisir aux spectateurs. Ok, écoute, on arrive vers la fin du podcast, parce que j'ai encore quand même quelques questions. Oui. Là, sur 2025 et même 2026, si tu as de la visibilité là-dessus, c'est quoi les gros enjeux pour toi en tant que CEO ? C'est quoi les gros chantiers sur lesquels tu bosses ? Alors, tu vois, j'essaie de te chauffer sur les ouvertures en région, sur tout ça, mais pareil, je suppose qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez mappé Paris, ou est-ce que le but, c'est d'en ouvrir également d'autres à Paris ? Alors, je sais pas, quels sont un peu tous les gros chantiers sur lesquels tu bosses là, dans ce que tu peux dire ? Il faut qu'on ouvre d'autres clubs à Paris. On est attendu dans 5 quartiers qu'on n'adresse pas encore. En fait, un club, il adresse vraiment une zone en hyper proximité. Les gens, ils ne se déplacent pas plus que ça, ils ne peuvent pas traverser 2 arrondissements. En fait, pour 2 fois, la moyenne, c'est 2 fois par semaine. Donc, ça demande quand même une logistique. Donc, non, c'est à côté du bureau ou à côté du lieu de résidence. Et nous, aujourd'hui, on cherche des locaux Porte d'Auteuil. On cherche des locaux autour de Villiers, à côté du parc Monceau. On cherche des locaux quartier, à Miromesnil. On cherche à Cadet et à Nation. Donc, okay. La feuille de route est claire. Et donc, on a ces 5 emplacements. On fait beaucoup de visites. Et là, tu as des gens en interne qui sont genre... leur job à plein temps, c'est de chercher de l'immobilier ? Non, parce que l'immobilier, aujourd'hui... moi, c'était quand même un métier que j'ai beaucoup fait. Et donc, j'ai un réseau de brokers qui m'envoient régulièrement des offres. Et donc, ça, c'est une partie que moi, j'assure aujourd'hui. Okay. Tu vois, un peu comme, tu sais, moi, j'avais beaucoup discuté avec le CEO de Urban Soccer. Ouais. Donc, du Victor coup, même... Comment ? Non, c'était Victor, non ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Okay. J'avais discuté avec lui à l'époque où je voulais monter des complexes de paddle à Bordeaux. Très bien. Et en fait, et là, il m'a très vite expliqué qu'en fait, c'était pas... c'était un boulot d'immobilier, en fait. Et que lui, il avait 3-4 personnes qui, à plein temps, en fait, travaillaient en fait, à sourcer des endroits. Parce qu'en fait, pareil, il faut une hauteur sous plafond, il faut un certain nombre de places de parking. Bon, bref, c'est tout un délire, quoi. Nous, c'est externalisé en quelque sorte, parce que c'est donc des personnes qui travaillent dans les plus grands cabinets. Et c'est toi qui le gères après en interne. Ils m'appellent, ils m'écrivent. Ce matin, tous les jours, en quelque sorte, il y a quelqu'un qui me parle d'un dossier. Et tu visites toutes les semaines des choses, quoi. Ouais, exactement. Okay. En fait, c'est hyper important. Le lieu, c'est la seule chose qu'on pourra plus changer.
Donc, c'est très important de choisir un lieu qui est capable d'honorer le concept et de garantir la meilleure expérience aux membres. Ça, c'est un sujet qui est clé. Donc, on a 5 clubs à faire à Paris et on travaille dur sur le sujet pour réussir à les ouvrir prochainement. Et ensuite, on a d'autres rêves qui seront d'actualité, je pense assez dans un futur proche. Ce serait par exemple de s'internationaliser et d'aller dans une capitale comme Londres, où la profondeur de marché est immense. À Londres, on pourrait faire, comme à Paris, on pourrait faire 10 clubs. Donc c'est un modèle que beaucoup d'autres métiers ont fait. Par exemple, on parlait de Victor Luger tout à l'heure, qui a développé les restaurants Big Mama et qui a réussi à en faire à Madrid, à Londres, enfin dans différents pays. Donc c'est un peu sur ce même modèle de se dire, on a un concept fort et si on le déployait à l'étranger, il aurait des grandes chances de succès. Donc vraiment, le temple, c'est mettre à la boxe des personnes, des citadins qui ne pratiquaient pas la boxe précédemment. Le projet, il s'adresse à toutes les grandes villes d'Europe et du monde. Donc après, c'est step by step, en fonction des opportunités de notre focus, qu'on va adresser toutes les zones géographiques. Mais concrètement, du coup, on va dire, c'est pas un chantier 2025. En fait, pour toi, c'est un chantier un peu quotidien, en fait. Tu es plus en fait aux aguets des opportunités, quoi. Exactement. Ok. Nous, en fait, il y a certains modèles qui, quand tu fais une levée de fonds, tu recrutes énormément de personnes. Par exemple, tu vas déployer une équipe sales pour vendre de façon accélérée ta solution, ou tu vas pouvoir accélérer le développement de tes produits digitaux pour avoir de nouvelles fonctionnalités et augmenter ta présence marché. Nous, on ne se développe que lorsqu'on trouve un nouvel emplacement. Donc les besoins, ils viennent à chaque fois qu'on trouve un local. Donc c'est un sport de patience. Il faut guetter le bon emplacement et par contre être capable d'accélérer, parce que quand il y a un local qui convient, là, c'est un compte à rebours accéléré qui se met en œuvre. Il faut être capable de faire une offre et de déployer des travaux très, très rapidement. Donc c'est quotidien, effectivement, le développement du temple, que je réfléchis, que je cherche des locaux porte d'Auteuil ou que je me dis quand est-ce qu'on va aller à Londres. Écoute, Cyril, moi en tout cas, tu m'as quand même plutôt convaincu là. Pendant tout le podcast, je me disais, putain, quand même là, il me donne vraiment envie d'essayer parce que tu vois, j'avais peut-être besoin un peu aussi un peu de ce coup de pied au cul pour pouvoir tester. Mais en fait, c'est comme toi, c'est comme les gens qui veulent aller courir. Et ça que tu dis, bon, bah en fait, il suffit de mettre un short et des baskets. Mais en fait, non, mettre un short et des baskets et sortir pour aller courir, c'est quand même un acte qui te demande au début d'abord beaucoup de motivation, mais en fait, surtout après beaucoup de discipline pour le continuer. Et je pense que c'est un peu pareil avec la boxe. Le plus dur, c'est le premier pas, parce que la boxe, après, on prend beaucoup de plaisir. C'est ludique. Chose que j'ai pas dans le running, tu vois, par exemple. Moi, le running, je le fais vraiment que pour mon corps, quoi. Tu vois, moi, je prends pas vraiment de plaisir à ça, quoi. Nous, dans un cours de boxe, il y a du rire. Il y a des sourires, il y a des checks entre partenaires d'entraînement. Je crois que le mot convivialité ou le mot, je pense, plaisir sportif, il est omniprésent. On s'amuse et on a le plaisir de progresser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations qui se disent « Ah, je ne suis pas sûr que ce soit un sport qui est fait pour moi. » Donc moi, toute ma mission, c'est de réussir à convaincre qu'il faut au moins essayer. Voilà. Et si l'expérience est concluante, ça ouvre une porte vers un immense château avec plein de trésors. On est d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril, d'être venu dans le podcast. J'ai passé un super moment. J'espère que je pense d'ailleurs que l'audience a également kiffé, parce qu'il y avait beaucoup de valeur. J'espère que ça va mettre beaucoup de gens à la boxe, en tout cas, qui vont essayer, en venant au temple ou pas, selon qu'ils habitent à Paris ou non. En tout cas, merci à toi. Je vais remercier également nos amis de Podspace pour ce super setup. Quand même, on est dans d'excellentes conditions. En plus, tu vois, nous, on était en noir avec le truc blanc. On aurait presque dit que c'était fait exprès. Je vais faire une petite mention légale de fin. Si vous nous écoutez sur YouTube, évidemment, un petit like, un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, abonnez-vous. Très important pour moi. Si vous écoutez en audio, prenez 2 secondes, un petit 5 étoiles. Exactement. Ça prend 2 secondes, mais nous, pour le référencement dans cette jungle du podcast, c'est hyper cool. En tout cas, merci encore Cyril. Merci à toi, Hugo. Merci à tous et à bientôt dans La Chapelle Radio. Allez, ciao.